Hotep, Hotep, Hotep. Je vais reprendre le même travail. Tu as vu que la vidéo numéro 1 s'est coupée abruptement et pour cause. Je pense que ma caméra s'est débranchée, ou je l'ai dû la débrancher en faisant des manipulations. Et donc la moitié a été enregistrée, l'autre moitié je parlais dans le vent. Mais bon, c'est comme ça, hein. Alors je commence. On s'était arrêté à cette fille, Anna l'exploratrice, là. Elle s'appelait avant Anna l'exploratrice. Maintenant elle s'appelle Anna, je sais pas quoi, les cristaux, on verra ça tout à l'heure. Elle était en conflit avec Jules Gann il y a 3 ans de cela. Et avec aussi, je sais plus comment elle s'appelle, Asset Nether, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Donc elle était déjà en conflit avec les Noirs. Les deux sont noirs, Jules Gann et Asset Nether. Et donc elle tenait un discours dans une de ses vidéos relative à une des filles de Akhenaton qui serait partie d'abord en Écosse, d'où son nom Scotia ou Scotta, les deux sont valides, et en Irlande. Donc Anna l'exploratrice est convaincue que globalement les Égyptiens ce sont des Irlandais, quoi, en termes clairs. Vu qu'elle a dû voir la momie de Ramsès II, elle s'est dit ah, il est roux, donc il doit être irlandais. Rapide, hein, la fille. Bah non, hein. Et tout ça, c'est le complexe d'illégitimité, hein. C'est pour ça que je t'en parle. Là, on est toujours dans une introduction vers la psychanalyse de l'espèce. Mais tout le cheminement qu'on est en train de faire, c'est pour conduire à cela. Pour comprendre la créature à laquelle on a affaire, quoi. Donc, je dis que la base, c'est bel et bien le complexe d'illégitimité. Tu as affaire à une créature qui n'est pas de la vie du tout, qui a été fabriquée. C'est un produit. C'est même pas. C'est pas la vie. Et donc qui a besoin de se raccrocher à tout. À tout quoi? Tout ce qu'il y a. Et il y a quoi? Ce qui appartient au seul vivant. Vivant légitime. L'homme. Le seul homme. Qui ne s'appelle pas homme. Hein. Homme, c'est un mot inventé par justement lui. Non, il s'appelle les Muntu eux-mêmes. Mais ce sont les hommes. Donc quand on est rien et qu'on est dans la vie, on ne peut que dérober ce qui est aux autres et se construire avec. Et c'est ce qu'il se passe aujourd'hui. Donc j'ai reçu sa vidéo là et une photo de Scotia, enfin une image d'une statue qui la représentait. On va juste regarder cette statue et quelques autres peut-être avant de poursuivre vers l'analyse, les commentaires de la vidéo d'activiste Chata. C'est laborieux, hein. Bouge pas. Jacques. Ah, c'est celle-ci que j'ai reçue. Attends, bouge pas. Je sais pas si tu as. Ouais, bon, on va aller traîner un petit peu sur Google Images. Je vais essayer de pas débrancher ma caméra. Bon, je pense que tu vois à peu près bien. Voilà la fameuse fille d'Akhenaton, Scotia,
Et donc, cette Anna, l'exploratrice, je vais essayer d'en agrandir une, qui ressemble à celle qui m'a été envoyée. Je crois que c'est celle-là. Ouais, voilà. Bon, est-ce qu'on peut agrandir un peu plus? Bah non, ça agrandit pas plus quand on agrandit. Ah, ça gonfle, hein, je te jure. Laquelle était la plus grande? Bouge pas, je recommence. Chouk. C'est celle-là. Voilà, bon, bah, c'est ce qui est un plus grand. Donc, regarde bien. Voilà la femme qu'elle reconnaît comme une Irlandaise, une rousse. Tu vois, c'est terrible, en fait, c'est pathétique. C'est très pathétique, en vérité. Si elle ne reconnaît pas les siens, moi je reconnais les miens, tu vois. Ceci est une bouche de femme noire. Ceci est un nez de femme noire. Ce sont des yeux de femme noire. Et ceci sont des cheveux de femme noire. Donc, si tu vois une Irlandaise là-dedans, c'est que vraiment tu as de graves problèmes de légitimité. J'avais fait une vidéo il y a longtemps, enfin il y a longtemps, dans laquelle je racontais que moi-même, j'avais trouvé, moi qui avais des difficultés pour écrire, du fait que je sois gaucher et que j'avais toujours les mains excessivement moites, donc écrire c'était toujours laborieux. Et j'avais trouvé une feuille par terre quand j'étais tout petit, j'apprenais à écrire. Et apparemment, ça devait être magnifique, c'était super bien calligraphié, de très belles lettres. Et j'avais ramassé cette feuille et j'avais dit à ma mère, c'est moi qui ai écrit. Bon, ce qui évidemment était faux. Et quand tu n'as rien et que tu trouves le beau, tu voudrais que ce soit toi, tu voudrais te l'accaparer. Pire encore quand tu n'es absolument rien, c'est-à-dire une créature illégitime sur la planète. Tu voudrais que ce soit toi, que ce soit à toi. Tu voudrais t'approprier les choses. Tout ce qui plaît, tu le voudrais pour toi, quoi. Pour pouvoir plaire toi-même. C'est ça le complexe d'illégitimité. Donc, Scotta ou Scotiac, comme on veut, c'est bel et bien une femme noire. C'est la fille d'Akhenaton qui était noire, donc elle est noire. Bon, ben voilà, quoi. Oui, elle est belle, certes. Oui, beaucoup de femmes voudraient lui ressembler, évidemment. Bah non, sauf qu'elle n'est pas. Elle est ni écossaise, ni irlandaise, ni rien de tout ça. C'est juste une égyptienne. L'Égypte se trouve en Afrique. L'Afrique est un continent noir. Il a cessé de l'être après moultes invasions. Et voilà quoi. Point. Point. Bon, bref, c'était ça l'histoire. Il y en a d'autres, hein, des photos d'elle, des images d'elle. Il y en a plein. Tiens, regarde de profil. Ah, c'est celle-là que j'avais reçue. Celle-là. Bah oui. Tu vois, et cette créature, qui est le néandertalien, hein, a nécessité absolue de détruire totalement le légitime, par tout moyen. Par tout moyen. C'est une crise de nature psychiatrique.
Voilà. Donc on va poursuivre l'écoute de Madame activiste Chata, en espérant qu'on va pas être bombardé de pubs là, parce que sa chaîne, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, cette vidéo au moins, il y a plein de pubs. Écoutons. En esclavage, réduit en esclavage, demeurait quand même assez rare. Parce que c'était considéré comme une honte, une déchéance pour une femme blanche de relationner amoureusement ou sexuellement avec un homme noir. La femme blanche qui s'adonnait à ce type de relation mixte était vue comme coupable de ce crime et était exclue de la société, était exclue de son milieu social, jugée. Dès 1674, l'enfant va suivre la condition de sa mère. Donc si sa mère était une personne réduite en esclavage, l'enfant sera esclave. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis ce changement-là? Parce que les colons commençaient à voir qu'il y avait beaucoup trop de mulâtres et qu'il fallait réguler tout ça. Les pères blancs commençaient à être condamnés à des amendes et les enfants issus de cette relation mixte étaient alors confisqués, c'est bizarre comme terme, mais c'est ce qu'il y avait écrit, au profit de l'hospital. Savez-vous ce qui Bah intéresse voilà, de la le plus pub. les filles? Non, ça n'a rien. Donc si tu veux... tu dois constater que, là encore, c'est l'État qui agit, c'est l'État qui régule. L'État n'interdit pas l'esclavage, ça lui appartient. Les maîtres blancs, comme on les appelle, ne sont que des concessionnaires. Ils ne peuvent agir qu'avec le blanc-seing de l'État. C'est l'État qui déconsidère totalement l'humain, qui déshumanise. L'enfant n'est pas un enfant, c'est une marchandise. Il n'est pas, quand bien même soit-il l'enfant illicite, d'une relation illicite entre un pseudo-maître blanc, là, un achromatique à la con, un concessionnaire, et une pauvre femme qui subit la barbarie de fou. La femme, étant une femme, elle est douée d'émotions, d'amour, de sentiments. Il existe naturellement un lien qui unit la mère à l'enfant, même si le père est une tête de con. L'État est la bête immonde qui se moque royalement de tout cela. L'État est une psychose. L'État est la psychopathie, schizoïdie elle-même. Les personnes qui légifèrent ou et font appliquer la loi sont des personnes qui sont prisonnières mentalement de cette psychose qui s'appelle l'État et le considèrent comme leur surmoi et donc appliquent quelque chose qui n'appartient à rien d'autre qu'à une folie. Mais l'État se cache en permanence. Il va te montrer le maître blanc, par exemple, tout au plus. Mais le maître blanc, là, on lui a donné un blanc-seing. Qui lui a donné ce blanc-seing? L'État. C'est l'État. De l'hospitalité des frères de la charité, donc tout ce qui est organisme religieux et dans la charité. En 1685, il y a une tentative de réguler ces relations entre esclaves et maîtres, avec des articles du Code noir, qui prévoient que les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec leurs esclaves seront condamnés à une amende de 2000 livres de sucre. Donc vous voyez, on essaye de réduire ce métissage-là, on essaye de réduire ces relations-là. Puis en 1724, on aura un article qui explique « Défendons à nos sujets de l'un et l'autre sexe de contracter mariage avec des noirs, à peine de punition et d'amende arbitraire. Défendons aussi à nos sujets blancs, même aux noirs affranchis ou nés libres, de vivre en concubinage avec des esclaves. »
Toutefois, par exemple, à Saint-Domingue, le métissage et le concubinage entre maîtres et esclaves se généralisent, notamment à la fin du XVIIIe siècle, et la population des libres de couleur, donc qui sont principalement des mulâtres, était presque égale à celle des blancs, tellement ça commençait à augmenter. Une ordonnance de 1771 rappelle le principe fondateur de la société esclavagiste, la séparation absolue des races. Je vous cite. Donc, c'est bien le législateur qui légifère. C'est lui qui déclare toutes ces choses. Mais qui est le législateur? Le législateur est juste un franc-mac qui décide en loge. Enfin, un franc-mac, la clique des francs-macs. Parce que, dans leur folie, ils ont un projet. Et ce qu'il se passe met à mal le projet. Alors ils légifèrent. D'abord en loge, puis éventuellement à l'Assemblée. Éventuellement. C'est juste pour que les choses soient actées publiquement. Mais ce n'est pas là où ça se décide. Tu comprends? Donc l'État est juste une petite secte. La distinction rigoureusement observée même après la liberté est le principal lien de subordination de l'esclave par l'opinion qui en résulte que sa couleur est vouée à la servitude et que rien ne peut le rendre égal à son maître. Un sang... Entends bien que ceux qui parlent là sont les Lumières, hein? Mais ferme ta putain de gueule, saleté de néandertalien de merde. Ferme ta gueule. T'es les Lumières de quoi? T'es le dernier des clochards puants. T'es rien. T'as jamais rien été, tu seras jamais rien. T'es ridicule. En loge, t'es ridicule, abruti. mêlé, quoique parvenu à la 7e ou à la 8e génération, et quoique arrivé au point où la couleur aurait l'apparence de celle d'un Européen, n'en serait pas moins toujours un sang mêlé et ne pourrait se dire égal ni marcher de pair avec un blanc européen. Donc en 1771, on rappelle ce principe suprême de l'esclavagisme qui est la théorie des races, la différence des races, une infériorité entre la race noire et la race dite blanche. On a une véritable théorie et une véritable classification des races, notamment selon le sang et selon les parties dites noires d'une personne. Et ça a été théorisé par Moreau de Saint-Méry. Donc justement, selon la théorie de Moreau-Saint-Méry, qui fait en fait un système qui donne à tout homme 128 parties, donc on divise l'homme en 128 parties, qui sont blanches chez les blancs et noires chez les noirs. Et en fonction du nombre de parties blanches ou noires que vous avez, il vous donnait un nom et il vous catégorisait. Donc il y avait tout d'abord, selon lui, le Sakatra, qui est plus proche du noir, avec 112 à 120 parties noires. On a ensuite le Griffe, avec 96 à 104 parties noires. Ensuite, on a le Capre, Diffusez votre annonce en haut des résultats Google avec les annonces Local Service. Vous voulez... qui a 80 à 88 parties noires, le Mulâtre, qui a 58 à 72 parties noires, le Carteron, qui a 32 à 57 parties noires, le Métis, qui a 16 à 24 parties noires, le Mamelouk, qui a 8 à 12 parties noires, et le Carteronné, qui a 4 à 6 parties noires, et enfin le sang mêlé, qui est le plus proche du blanc, puisqu'il n'a que 1 à 3 parties noires. Donc vous voyez, il y a vraiment une catégorisation, et vous voyez comment ces mots parfois sont encore utilisés à nouveau. Hein, aujourd'hui, on utilise encore pour certains, dans certaines îles, le mot mulâtre, le mot carteron, Alors, tout ça. Il faut déracialiser le débat pour bien le comprendre. Hein. Ce qu'on appelle partie noire, c'est taux de mélanine. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous avons vu... dans une vidéo précédente, nous avons vu ce crétin de franc-mac de Napoléon qui se fait pharaon, qui se fait Sa-Ra, fils de Ra, roi soleil. Or, il y a un lien direct, évidemment, entre le rayonnement solaire, le rayonnement électromagnétique,
et le mélanine. Et c'est en ce sens que tu commences à mieux comprendre encore le complexe d'illégitimité, puisque nous avons affaire à des créatures qui n'ont pas de mélanine, qui ne synthétisent pas ou peu de mélanine, mais synthétisent de la phéomélanine. Ce fait physiologique montre le rejet de facto de cette créature de la vie. Et étonnamment, plutôt que d'essayer de devenir noir, de synthétiser de l'eumélanine, et certainement parce qu'elle ne le peut pas, définitivement pas, elle sait que c'est foutu, alors elle entre en crise et en guerre contre celui qui en détient, et elle entre en guerre contre le mélanine elle-même. Tu vois cette classification, cette division, c'est bel et bien une division du taux de mélanine. C'est la phéomélanine elle-même qui est en guerre contre le mélanine. La part de l'homme là-dedans, enfin de l'humain, du vivant, elle est presque dérisoire. On est dans quelque chose qui relève plus de la physiologie, tu vois, de la guerre physiologique. Et c'est des mots, vous voyez, qui ont quand même une histoire. Donc faites attention quand vous les employez. Ça peut vexer des gens et c'est normal puisque c'était une catégorisation raciste à la base. C'était une manière de dire ce noir compte plus ou moins que l'autre, même si, comme vous le savez, par rapport à cette théorie des races, même si vous aviez que 1 à 3 parties noires et que vous étiez considéré comme sans mêlé, donc c'est-à-dire le plus blanc des noirs, vous n'étiez pas l'égal du blanc, jamais. Donc c'est quand même, vous voyez à quel point ça a pu avoir aussi une incidence aujourd'hui sur nos comportements, sur notre vision des choses et sur le colorisme, véritable fléau qui est encore présent dans toutes nos îles, qui consiste à voir comme supérieures des personnes plus claires que des personnes plus foncées. Donc c'est un vrai militantisme qu'il faut qu'on ait aujourd'hui. On doit absolument rompre avec cet héritage nocif, nauséabond, issu de l'esclavage. Et aujourd'hui, il faut se remettre en question. On doit arrêter de dire « oui, c'est l'histoire, c'est comme ça, c'est pas de notre faute ». À un moment donné, là, on est en 2022, s'il vous plaît, il est temps qu'on arrête avec le colorisme. Il est temps qu'en tant que clerc aussi, on puisse se remettre en question et remettre en question ses comportements, qu'on arrête de profiter de ce privilège-là. Et il est temps aussi qu'on puisse valoriser tous les enfants qui sont foncés de peau, leur montrer qu'ils sont beaux, qu'ils ont de la valeur et qu'ils comptent autant que les autres. C'est très important. C'est aussi comme ça qu'on va se libérer. C'est comme ça qu'on va montrer qu'ils ont voulu nous détruire et ils n'y parviendront pas. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves, ni physiquement avec les chaînes, puisque nos aïeux se sont battus pour obtenir leur liberté, mais ni psychologiquement. Parce que psychologiquement, nous avons encore des choses à travailler. Et j'envoie mon soutien à toutes les personnes qui militent en ce sens, qui se battent en ce sens, qui font des cercles de parole en ce sens aussi. Apprenons à écouter nos frères et nos sœurs qui subissent le colorisme. Ce n'est pas un problème banal, ce n'est pas un problème peu important, bien au contraire. Il y a de vraies blessures, il y a de vrais complexes, et il faut pouvoir en parler. Alors, tout ce qu'elle vient de proposer, là, je suis pas certain que ce soit de bonnes solutions. Mais bon, why not? Elle est mue par de belles intentions. Donc, mais là, pour être très honnête, elle vient de parler de son propre complexe, à elle. Parce que elle se sent, elle, plus admise, plus vue comme belle, et elle souffre de cela. Elle souffre du colorisme inversé, quelque part. L'homme, le vrai, il est noir. Point. Il n'y aurait jamais dû y avoir de néandertaliens sur cette planète, donc d'achromatiques. Alors, l'état normal, c'est de rencontrer des hommes, de ne pas voir la couleur, puisque tout le monde est de la même couleur. Il y a des variations, mais globalement, tout le monde synthétise de l'eumélanine, parce que c'est absolument utile pour être en communion avec la vie elle-même et avec les hautes sphères spirituelles.
parce que ça passe par la lumière. Et c'est pour cette raison que tous ces crétins d'achromatique se montrent ridicules, soit avec des auréoles, c'est-à-dire des soleils, derrière la tête de pseudo-saints, de pseudo-Jésus, de pseudo ce que tu veux, là, des trucs à la con, ou même leur roi soleil, leur Napoléon soleil. Non, le soleil, c'est pas pour toi. Le soleil, il te crame ta putain de sale gueule. Point. C'est tout ce qu'il te fait, le soleil. Le soleil, il te dit, je ne te connais pas. Tu n'es pas de la vie, tu dégages de là. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, on n'en a rien à foutre. Ton complexe, tu le soignes. Moreau de Saint-Méry, qui est donc un théoricien de l'esclavage et de la stricte séparation des races, disait que l'opinion veut par conséquent qu'une ligne prolongée jusqu'à l'infini sépare toujours la descendance blanche de l'autre. En métropole, donc là j'utilise le mot métropole puisque bien oui à l'époque on parlait de métropole effectivement, en métropole on a de plus en plus peur du métissage. On voit que c'est un fléau qui commence à arriver, donc on commence à s'en méfier. Il y a une ordonnance qui va être prise sous Louis XVI, il y aura notamment la déclaration du 9 août 1777 qui interdit l'arrivée de nouvelles personnes noires en France. Et on va créer un système de dépôt dans les ports pour y interner tous les esclaves noirs qui vont débarquer. Et les maîtres vont être contraints de payer une pension durant toute cette durée de rétention de leurs esclaves dans ce dépôt. Ils seront obligés de repartir avec ces esclaves-là au moment de leur retour vers les colonies. Donc c'est vraiment, on ne veut pas voir de nouvelles personnes noires qui rentrent sur le territoire français, parce qu'on a peur du métissage. Alors là, ce serait intéressant de trouver des archives concernant ces dépôts. Je t'ai dit que j'ai connu quelqu'un qui s'est retrouvé à Mayotte, donc loin de l'Hexagone. Et crois-moi que ces centres de rétention à Mayotte, mais c'est d'une inhumanité sans nom. Même une porcherie est plus digne pour un homme que ce type de lieu. Ça appartient à la France, le pays des droits de l'homme, le monde des Lumières, ok ? Donc j'aurais bien voulu qu'on trouve des archives qui décrivent au moins, ou qu'il y ait des croquis qui montrent ces fameux centres de rétention, tu vois. Bon, va falloir faire une cotisation générale pour la frangine, là, parce que trop de pubs, là. Ah non, c'est juste pas possible, quoi. Bonjour. La guerre en Ukraine est déclarée. Oh my God. Et si vous avez plus de 5 000 € à la banque, voici ce... Donc souvent on nous parle de textes avec des préludes notamment qui expliquent que la France, la terre de France ne portait pas d'hommes non libres, que finalement sur le territoire métropolitain de la France on a été opposé à l'idée et au concept d'esclavage, etc. Ok, mais c'était surtout pour des raisons racistes en fait tout simplement. On a peur du métissage, on ne veut pas que ces esclaves viennent dans nos territoires et puissent avoir des relations avec nos femmes blanches, c'est ça dont il s'agit. Donc on fait un dépôt où on y laisse les esclaves durant des jours, dans des conditions terribles bien évidemment, et on contraint les maîtres à repartir avec eux. On ne veut surtout pas que des Noirs arrivent sur ce territoire. Donc c'est avant tout ça. Donc toujours quand on vous dit quelque chose, quand on vous dit « mais non, la France n'est pas comme ça, ceci, cela », questionnez-vous. Pour quelle raison, pour quelle motivation est-ce qu'il n'y a pas eu d'esclavage sur le sol métropolitain? Est-ce que c'était pour des raisons idéologiques, humanistes, ou est-ce que c'était pour des raisons racistes? On n'a pas envie de voir des Noirs, tout simplement. Même s'ils sont là à travailler et même s'ils sont sous notre joug, sous notre contrainte, on ne veut pas les voir. Ce qui se passe dans les colonies reste dans les colonies. Les cruautés des colonies restent dans les colonies. Les Noirs restent dans les colonies, on ne veut pas les voir, ces gens-là. C'est ça dont il s'agit. On a une ordonnance de Sartine en 1777 qui démontre une volonté de mettre un terme à cette altération des sangs, puisque c'est comme ça qu'on parlait à l'époque, et de mettre fin aussi à la prostitution des femmes noires dans Paris. Parce qu'il y a eu aussi ces histoires-là. En réalité, ces affaires de prostitution de femmes noires dans Paris étaient quand même peu nombreuses. Selon les travaux d'un historien, Pierre Boulle, on note 169 femmes noires recensées par la police de Paris, et qui n'étaient d'ailleurs pas toutes des prostituées. Donc ça vous montre un petit peu que c'est rien du tout, alors qu'on a à peu près 10 000 prodigués notoirement connus de la même police.
Donc, vous voyez, 10 000 prostituées blanches contre 169 femmes noires sur le territoire, en sachant que dans ces 169, toutes n'étaient pas des prostituées à Paris. Vous voyez bien que c'était pas un fléau comme on pourrait l'entendre. On a Granier de Cassagnac en 1842 qui parle du mariage mixte comme un scandale et appelle ça un délit racial. Il dit notamment « Les Européennes épousent en effet un nègre comme on épouse un borgne ou un bossu. Elles voient en lui un homme et non une race. » Quelque chose qui m'a un petit peu choquée, moi, quand j'ai fait mes recherches, c'est que j'ai vu que les femmes blanches parisiennes, des beaux quartiers, les femmes blanches de métropole, de la noblesse, avaient pour habitude d'acheter ce qu'on appelait un petit nègre. Donc c'est un enfant noir. Tiens, on va faire une expérience. Parce que moi, c'est pas le passé qui m'intéresse. Il ne m'intéresse que pour mieux éclairer le présent et surtout l'avenir. Je te montre quelque chose d'intemporel. Le racisme d'État, et encore une fois, le mot racisme, je pense qu'il n'est pas approprié parce qu'il n'y a pas de race. Si tu remontes vraiment aux origines, les choses sont claires pour toi. Il faut remonter il y a une quarantaine de milliers d'années pour que les choses commencent à être un peu claires. Donc il n'y a pas de race. Alors le racisme est un concept faux. Il y a le complexe d'illégitimité qui engendre d'autres complexes d'une créature illégitime sur la planète, qui n'est pas humaine, qui n'est pas du genre homo, mais elle s'est définie comme étant homo elle-même. Et étant complexée de ne pas être, l'étant, celui qui est, doit à ses yeux ne pas être. Ça lui renvoie en miroir son néant. Donc, faisons une expérience en direct. Elle a cité Granier de Cassagnac. Et je vais te montrer ce que moi j'appelle la haute sorcellerie, et tu comprendras ce qu'est la haute sorcellerie. Donc, je vais taper rue Granier de Cassagnac. Là, on le fait en direct. Je t'inviterai à faire la même chose. Et il y a bien une rue Granier de Cassagnac, à Plaisance. Il y en a sûrement d'autres, évidemment. Plaisance dans le Gers. Dans le Gers. Bon, voilà. Il y en a au moins une dans le Gers. Mais il y en a certainement d'autres ailleurs. Donc, c'est en ce sens que tu es sous le coup d'une haute sorcellerie, puisque ceux qui, j'allais dire te haïssent, mais c'est même pire que de la haine, ceux qui te nient tant ils te haïssent, sont portés au nu par qui? L'État français. L'État français valorise, on l'a vu avec Napoléon, hein, il y a 2 ou 3 vidéos de cela, mais tous, on l'a vu avec Rochambeau, il lui rendait hommage carrément, il lui enlevait des statues. Les pires salopards, tu en es entouré sous forme de symboles. Même si tu n'en es pas conscient, ou tu veux pas l'être, intuitivement, tu peux sentir que être entouré de démons peut gêner quelque part ton évolution. Quelque part, tu vois? Donc Granier de Cassagnac, c'est un héros pour la France, puisque la France lui donne une rue à son nom, ce qui est énorme d'un point de vue symbolique. Ok? Continuons avec notre cher Châtain.
qu'elles gardaient comme ça à leur côté, qu'elles exposaient un petit peu. En fait, ce petit nègre remplaçait le singe ou la perruche, espèce de perroquet, qu'elles avaient avant, qu'elles achetaient. Donc c'était un petit nègre de compagnie. Voilà, je vous présente des photos. On sait que ces femmes-là raffolaient donc de ces petits nègres de compagnie qu'elles avaient, qu'elles exposaient. Progressivement, justement, avec cette peur du métissage, on va arrêter cette mode d'offrir un petit nègre en cadeau à une dame de la bonne société. Et ce petit nègre, il lui servait vraiment de petit page ou d'animal dressé. C'était ça, en fait. De la même manière que vous avez aujourd'hui un hamster, et ben voilà, c'était un petit nègre. C'était comme ça qu'on appelait ça. Louis-Sébastien Mercier dit d'ailleurs à propos de ces petits nègres: tandis que l'enfant noir vit sur les genoux des femmes passionnées par son visage étranger et son nez aplati, qu'une main douce et caressante punit ses mutineries d'un léger châtiment, bientôt effacé par les plus vives caresses, son père, donc le père de cet enfant, gémit sous les coups de fouet d'un maître impitoyable. Le père travaille péniblement ce sucre que le négrillon boit dans la même tasse avec sa riante maîtresse. Quelque chose qui m'a Qui beaucoup dit choquée. ça? Attends, parce excuse-moi, que j'ai pas entendu le nom du salopard son père, qui parlait. ces petits nègres, en cadeau à une dame de la bonne société. Et ce petit nègre, il lui servait vraiment de petit page ou d'animal dressé. C'était ça, en fait. De la même manière que vous avez aujourd'hui un hamster, et ben voilà, c'était un petit nègre. C'était comme ça qu'on appelait ça. Louis-Sébastien Mercier dit d'ailleurs à propos Louis-Sébastien Mercier. Ok. Bon, on va refaire notre même expérience. Tu as entendu le fils de pute. Donc on va voir si la France est un pays de fils de pute. Tout simplement. Rue Louis-Sébastien Mercier. Louis-Sébastien Mercier. Hunter. Voilà, nous en avons une. Tchac. 15e arrondissement de Paris. Rue Sébastien Mercier, écrivain et homme politique. Maintenant, tu commences à vraiment identifier l'ordure. Les choses commencent à être claires pour toi. Bien, je vais retourner ma caméra parce que je vais te parler. Je vais te parler les lunettes dans les yeux. J'ai toujours du mal à retrouver mon... Hop, ça y est, c'est bon, c'est là. Choc. Ouais. Donc, on a fait l'expérience sur deux zigotos, là, et on se rend compte que le pays des droits de l'homme... le pays des droits de l'homme rend hommage au pire chien que l'univers ait jamais porté. Et quand je dis chien, je ne veux pas insulter l'animal du même nom. On va dire sous-chien, les subcanins. Voilà, ça, nous le constatons direct, on vient de le faire, on vient de le voir. C'est bien la France, hein. Le pays qui te demande tout. Il veut que tu changes de prénom, il t'a déjà filé un nom de couillon, certainement un nom de maître esclavagiste, il t'oblige à faire ceci, à faire cela, mais ça lui suffit pas. Il veut en plus, il a nécessité de t'humilier de manière sournoise, parce que tu habites peut-être dans le 15e arrondissement, rue Louis-Sébastien Mercier. Et tous les jours, tu subis des forces occultes qui t'écrasent. Imagine, tu comprendras, les forces occultes qui t'écrasent. Tu es un enfant, tu es en classe. Tu es devant. Derrière, il y a des enfants qui se moquent de toi, mais tu n'entends pas, tu ne vois pas. Mais tu ressens quelque chose. C'est de ce niveau-là. Eh bien, par cette haute sorcellerie dont tu n'es pas conscient d'un point de vue sensoriel, tu en subis les assauts sur un plan subtil. Tu comprends ?
il est absolument nécessaire, il est absolument nécessaire qu'il y ait une issue ou pas, hein, ça n'a aucune espèce d'importance. Dans les deux cas, on gagne. Il faut commencer à penser des trucs où on gagne à tous les coups. Il est absolument nécessaire que j'apprenne à poser ma caméra à droite. Ouais, il est absolument nécessaire d'inventorier, de lister, toutes les rues, tous les noms de fils de pute. Quand je dis fils de pute, c'est gentil. Le gros mot n'est pas de dire fils de pute. Le gros mot, c'est de dire en toute simplicité que le petit nègre au nez aplati, qui reçoit des caresses de la blanche main, est en même temps l'enfant de ce père qui, lui, se fait caresser du fouet. C'est ça, le gros mot. Faut pas que tu te trompes. Maintenant, si tu veux, on fait un échange. Tu as le droit de dire des gros mots, moi j'ai le droit de fouetter. Donc, je disais... Mais je crois que je vais faire les deux en même temps. Ça va m'amuser. Et je crois que je vais pas être le seul. Et je crois que c'est mérité. Et je crois que tu le crois aussi. Je disais que il est nécessaire. Je fais un site internet, enfin, je l'initie, hein, il verra le jour bientôt, enfin, d'ici 2-3 mois, je pense. Avec pas mal de solutions dessus, à visée internationale. Il est nécessaire, de manière collaborative, c'est pour ça que un site internet c'est une bonne chose, de lister tous les fils de pute de l'histoire de France, que l'on retrouve soit en statut, soit en nom de rue, d'avenue, qu'importe. Bref, tous les chiens, les sous-chiens, les subcanins, produits de l'État, agents de l'État, fonctionnaires. Sébastien Mercier, écrivain, homme politique, fonctionnaire. Fonctionnaire du régalien. Donc tous ces salopards, et crois-moi que en commençant à lister tous les subcanins de l'État français, on aura, in fine, hein, il suffit de prendre n'importe quel nom, tu tapes rue, avenue, et tout de suite tu vois. Voilà, tu vois, on l'a fait deux fois, ça marchait les 2 fois qu'on l'a fait. Et tu auras une liste gigantesque de Général Rommel en Allemagne, Heinrich Himmler, tout ça, tu vois. Si l'Allemagne venait à soit élever une statue ou donner un nom à un monument, une rue, une avenue, un parc, ce que tu veux, à un nazi, tu aurais un tollé international. Est-ce qu'on est d'accord? Là, et c'est là le racisme systémique, là, El Blanco se permet, malgré des barbaries infiniment pires que les 3 ans et demi de souffrance des Juifs en Europe. C'était de 42 à 45. On est d'accord? Là, en réalité, ça fait des dizaines de milliers d'années. Mais bon, si on part... en vérité, c'est depuis toujours. C'est depuis que Néandertal est là. Avec sa crise. En vérité. Mais bon, des marrons au XVe siècle.
Ça fait plus de 500 ans en vérité. En vérité, plus, on l'a déjà vu. C'est très difficile. Que ce chien, ce sous-chien, nous insulte, nous qui sommes, parce qu'il faut se souvenir de qui on est, nous qui sommes la synthèse génétique de notre lignée. Nous ne sommes pas des individus, ça n'existe pas. Nous sommes une somme. C'est seulement à la condition de se considérer comme une somme qu'on accède, qu'on libère l'accès à la mémoire supplémentaire qui est la mémoire génétique, donc de toute sa lignée. Mais il s'agit d'accepter d'être et de reconnaître que l'on est une somme. Nous sommes les porteurs des souffrances de nos aïeux. Et les nôtres avec, en même temps. Donc nous ne pouvons pas tolérer, en tant qu'héritiers des pires barbaries, qu'on vienne nous mettre sous le nez le nom de nos bourreaux. Si cela n'est pas même pensable pour les Juifs, question se pose, qu'est-ce que les Juifs ont que n'auraient pas les autres? Ah, ils sont blancs. C'est ça. Ah, c'est... Non, il n'y a pas de lien, c'est pas ça. Ça serait pas ça, non, non. Non. Donc, je propose que soit élaborée cette liste. Monuments, parcs, rues, avenues, avec les noms de chacun, leurs propos, leurs actes, tout cela. Et qu'une plainte soit déposée à la Cour européenne des droits de l'homme contre la France. C'est l'État français qui nomme les rues, les monuments, etc. C'est la clique, la petite secte, là, au fond. Une plainte pour apologie de crimes contre l'humanité. Dans les deux cas, c'est la victoire. C'est la victoire si la France se retrouve condamnée, évidemment, et soit contrainte de changer le nom de toutes ces rues, tous ces parcs. Ils seront obligés de mettre des noms de fleurs, comme en banlieue. Mais là, ce serait un idéal. Peu probable, en vérité, quand même. Peu probable. Donc, ce serait la défaite. Mais la défaite serait une victoire. Parce qu'il faut médiatiser une telle chose, une telle action. Et le fait qu'il soit refusé aux Noirs de défaire pour eux l'apologie des pires barbares dont on a les propos enregistrés, écrits, les actes, tout cela est consigné. Le fait même que nous soyons déboutés serait une victoire gigantesque. Le site internet qui listerait tout cela serait également un objet d'enseignement pour les adultes comme les enfants. Un moyen de prise de conscience
de la barbarie de l'État français qui ouvre sa putain de grande gueule. Vois-tu, là, le Mali est allé porter plainte à l'ONU contre la France. Parce que, évidemment, tu as vu qu'il y a une recrudescence d'attentats terroristes au Mali. Bon, ben, on n'est pas bêtes. Eux, ils nous prennent pour des cons, hein, ça c'est évident. Mais on comprend ce qu'il se passe. Et il se trouve que, en toute logique, il est fortement probable que le Mali soit assisté quant au renseignement des Russes. Les 49 cloportes ivoiriens là, qui sont allés se faire choper, alpaguer comme des bleus, là. À la seconde même où j'ai vu qu'ils se sont fait alpaguer les 49 en même temps, je me suis dit, waouh, il y a du renseignement dans l'air. Donc, il y a du renseignement aujourd'hui qui permettent de produire des preuves irréfutables que l'on peut porter soit à l'ONU, soit dans les tribunaux internationaux. Nous sommes, nous, dans un monde de preuves irréfutables. Nous venons de le voir. Là, des enculés, une apologie d'enculé. Enfin, enculé, c'est gentil, hein. Criminel contre l'humanité, c'est pire qu'un enculé, hein. Enculé, ça reste gentil. Et celui qui en fait l'apologie, mais c'est la dernière des sous-merdes. Et celui qui en fait l'apologie, c'est l'État français. Je te l'ai dit. La psychose qui se fait sur moi, c'est l'État. Et cette psychose se manifeste par la psychopathie, le mal lui-même, qui se justifie par une autre psychose qui est la schizoïdie. C'est la description exacte de l'état dans lequel tu te trouves. Enfin, l'état, avec E majuscule. L'état, le pays, dans lequel tu te trouves. Et qui te demande, qui t'oblige, qui te contraint. De quel droit? Qui es-tu? Tu es une merde. Tu ne peux pas contraindre. Tu ne peux pas légiférer, tu ne peux rien faire. Tu es légitime à te pendre. C'est tout. C'est tout ce que tu as le droit de faire. Rien de plus. On va continuer d'écouter Activist Chata. Ces petits nègres, tandis que l'enfant noir vit sur les genoux des femmes passionnées par son visage étranger et son nez aplati, qu'une main douce et caressante punit ses mutineries d'un léger châtiment, bientôt effacé par les plus vives caresses. Son père, donc le père de cet enfant, gémit sous les coups de fouet d'un maître impitoyable. Le père travaille péniblement ce sucre. Non mais est-ce que tu as entendu la description de ce qu'on appelle le sadisme? Je vais te la refaire écouter parce que franchement, ça mérite d'être entendu. Nez aplati, qu'une main douce et caressante. Une main douce et caressante. C'est ça la perversion. Une main douce et caressante. Punit ses mutineries d'un léger châtiment. Punit ses mutineries d'un léger châtiment. C'est exactement la main de l'État. Elle est ainsi la main de l'État. Elle se veut douce. Tantôt,
Bah, elle donne ce qu'elle n'a pas. Hein. Quand elle te donne un RSA, c'est le pognon d'un autre qui a transpiré. Hein. L'État ne produit rien, l'État n'a rien, l'État ne peut même pas exister, c'est une psychose. Donc cette psychose n'a rien, n'est rien. Donc ne peut rien produire, rien donner. Ce n'est qu'une projection mentale, tu comprends? Et pourtant, au travers de ces agents, semble donner quelque chose qu'il n'a pas, parce qu'il l'a pris d'une main pour le donner de l'autre, mais en revanche, sa méchanceté, sa volonté de corriger, ça lui appartient vraiment en propre à cette psychose, et va utiliser la main d'un de ses agents, un agent qui lui-même intègre dans sa psyché l'État comme surmoi et y obéira. Bientôt effacé par les plus vives caresses, son père, donc le père de cet enfant, gémit sous les coups de fouet d'un maître impitoyable. Le père travaille péniblement ce sucre que le négrillon boit dans la même tasse avec sa riante maîtresse. Quelque chose qui m'a beaucoup choquée, parce que j'imagine cet enfant... Il faut que tu pèses l'état psychiatrique de Sébastien Mercier, là. Hein. Ce qu'il vient de décrire, ça relève d'un niveau de psychopathie qui t'échappe, parce que toi, t'es pas psychopathe à ce point-là, quoi. Tu n'arrives même pas à y croire. Et vois toute la beauté du verbe. La beauté du verbe. Tu n'as pas l'impression de danser avec le diable? Honnêtement. Ne vois-tu pas le diable? Si cela n'est pas le diable, qu'est-ce que le diable? Peut-il y avoir autre diable que le diable que tu vois là? On a toujours parlé de la beauté du diable. Et là, tu as vu la beauté de son verbe. Mais que son verbe soit beau ou pas, le diable est le diable. Et toute sa perversité est enclose dans sa finesse. Qui, certainement arraché à ses parents ont dû même penser que c'était une chance pour lui de pouvoir aller en métropole, c'était une chance pour lui de pouvoir côtoyer la noblesse et ne pas être dans les champs, et certainement que ça l'était, mais qui a dû subir des choses, qui a dû en voir des choses, d'être traité en fait comme un singe, comme un macaque, comme un animal de compagnie, d'être exposé aux yeux du monde, d'être, à mon avis, fétichisé, d'être aussi peut-être sexualisé une fois qu'il grandit, cet enfant. Et je pense à ça, et c'est là qu'on se dit que la violence, elle a été partout. La violence, elle a été dans les champs, la violence, elle a été dans les étables, elle a été dans les sucreries, elle a été dans les bureaux des maîtres, elle a été dans les chambres. Et la violence, elle est dans les noms de rues, d'avenues, de tout ce que tu veux, elle est partout, la violence. Parce que tu as affaire à la créature la plus pourrie qui soit. Et elle est pourrie à ce point-là parce qu'elle n'est pas voulue par la vie. C'est son vide existentiel, c'est l'absence de Dieu en elle, ce vide de Dieu qui est le diable. Et là, maintenant, tu as compris quelque chose de hautement spirituel. Le diable n'existe pas, il est l'absence de Dieu. Une créature qui ne synthétise pas de mélanine n'est pas en communion avec l'infini. Il n'est pas de Dieu. Alors, n'étant pas de Dieu, il est de ce qui n'est pas Dieu. Et ce qui n'est pas Dieu, cette absence de Dieu, c'est le diable.
été partout en fait. Elle a été partout et pour tout le monde. Pour conclure un petit peu sur cette vidéo, comme vous le voyez, les relations durant l'esclavage ont existé. Il y a eu des relations de fait, des relations probablement de survie entre esclaves. Pour tenir, on s'allie, on se met ensemble, on essaye de fonder une famille, on essaye de retrouver un minimum de liberté. Mais il y a eu aussi beaucoup de relations forcées. Forcées parce que pour des rentabilités de naissance. Forcées parce qu'on est dans un contexte de viol, d'agression sexuelle commis par les maîtres. Donc il y a cette idée populaire, cette croyance populaire qu'il y a toujours eu de bons maîtres blancs qui ont été gentils, qui sont tombés amoureux, qui ont sauvé le pauvre esclave, qui lui ont appris à lire, qui l'ont aidé, qui l'ont choyé, qui l'ont affranchi. Et je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ça reste une minorité. Et je trouve dommage quand on regarde des films sur l'esclavage, des films qui se veulent historiques, notamment des films américains, hein, puisqu'en France on n'en a pas. En France on n'a que Casse Départ, qui n'est pas du tout historique mais qui est une comédie. Eh bien, on montre cet amour comme quelque chose de bien et de commun. Alors qu'en réalité, c'est extrêmement rare. Et la réalité, c'était qu'on était dans une violence psychologique, une violence sexuelle, et que les relations n'étaient pour la plupart pas conscientes. Le programme Google Atelier numérique Oula! propose plus de 25 cours en ligne sans frais, des webinaires interactifs et du coaching Senti. Et c'est là qu'on peut se poser la question de nous, puisque nous sommes l'héritage de ces relations-là. Nous sommes aujourd'hui, Martiniquais, Guadeloupéens, un mélange de ces relations-là. Nous sommes le fruit de cette histoire et aujourd'hui, il faut qu'on avance au-delà de cette histoire, qu'on la comprenne. Ma chère, j'ai eu une discussion avec des gens très intéressants. Nous ne sommes pas Martiniquais, nous ne sommes pas Guadeloupéens, rien de tout cela. Les noms de ces îles sont des inventions de sous-chiens. Nous sommes des Muntu sortis d'Afrique, du continent qu'on appelle Afrique, parce que nous ne sommes même pas des Africains. Le mot africain et Afrique, c'est aussi une invention du sous-chien. Nous sommes Muntu. Et nous avons été transportés vers des îles à des milliers de kilomètres de chez nous. Ces îles étaient habitées par d'autres gens. Ils y sont arrivés de leur plein gré. Ils n'ont pas été transportés de force. Les Caraïbes, les Arawaks, les Taïnos. Nous ne sommes pas Guadeloupéens, nous ne sommes pas Martiniquais, nous ne sommes pas Guyanais, nous ne sommes pas Réunionnais ou tout ce que tu veux. Rien de tout cela. En revanche, nous revendiquons ces îles comme toute la planète, parce que ces îles, comme toute la planète, appartiennent à l'homme. Et le seul qui s'appelle homme est le Muntu, et il est noir. Qu'on comprenne d'où viennent nos noms, et je salue d'ailleurs les travaux d'une association qui travaille sur ça, qui aide les Antillais à trouver l'origine de leurs noms et à trouver leurs ancêtres, les ancêtres qui ont été mis en esclavage, les ancêtres qui ont été affranchis, c'est très bien. Alors l'origine de ton nom, c'est même pas la peine de la chercher, si, juste pour ton confort intellectuel, pourquoi pas, mais ton nom, c'est pas ton nom, ne cherche pas. Ton nom, tu l'as oublié. Ton nom, tu l'as laissé de là où on t'a prise. Tu peux pisser sur ton nom. Tu peux pisser sur l'idée d'être martiniquaise. Je sais pas si cette fille est une métisse directe, hein. Elle est très claire de peau. Mais tous les Antillais, ou en tout cas tous les déportés, hein, qu'ils soient antillais, réunionnais, ce que tu veux, tous les déportés ont connu le viol dans leur lignée. Donc, cette clarté de la peau, effectivement, il faut la regarder comme la marque du viol. Rien de plus, parce que c'est ce que cela est. Il faut entrer dans la grande objectivité, hein. C'est ce que cela est.
la marque du viol. Et c'est des démarches qu'on fait, non pas parce qu'on est dans une logique de victimisation, non pas parce qu'on est dans une logique où on a envie de rester bloqué dans le passé, mais non, on veut juste comprendre en fait. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre parfois quand d'autres ethnies nous reprochent cela, nous reprochent d'être dans le passé, nous reprochent de nous victimiser. C'est dur, c'est violent. Nous sommes juste un... D'autres ethnies qui synthétisent de la phéomélanine. Bah, évidemment qu'ils voudraient que la page soit tournée quand il y a un crime aussi énorme d'une espèce qui n'en est pas une fausse espèce sur l'espèce légitime, évidemment qu'ils voudraient qu'on tourne la page. Étonnamment, ils ne demandent pas aux juifs de tourner la page. Hein. Au contraire, ils les y aident. Ils vont se lamenter sur des murs avec des galettes sur la tête. Des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça. Ils se sentent concernés. Parfois parce qu'ils ont une femme. Tout de même. Un peuple qui cherche à se comprendre. À se comprendre pour avancer. Comprendre qui on est. Pourquoi il y a des clairs, pourquoi il y a des foncés, pourquoi il y a une hiérarchisation de faits entre les deux, pourquoi est-ce qu'on a ces comportements, pourquoi est-ce qu'il y a des ethnies indiennes. Comment ça s'est fait, comment ça s'est construit, comment cette société elle s'est construite. Et moi, c'est tout ce que je fais avec mes vidéos et j'espère le faire. Ah bah il y a une hiérarchisation, ma chère, parce que à cause de ces viols, les Noirs qui n'avaient pas du tout dans leur génome la part génomique néandertalienne et la part extranéenne qui est adossée à la part génomique néandertalienne, bah tu l'as. C'est tout. Façon assez claire pour que tout le monde puisse comprendre, que ce soit accessible, que ça vous prenne 5 minutes. Parce que lire des livres, c'est fatigant, on n'a pas tous le temps, on n'a pas tous les moyens. Moi, c'est ça qui m'anime. C'est vraiment partager qui on est. Je veux participer à cette compréhension de notre peuple pour qu'on avance, les amis. Il faut qu'on avance. Donc j'espère que cette vidéo, elle a été intéressante pour vous. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et je vous invite à soutenir ma chaîne. Vous pouvez passer sur ma page Utip que je vous mets là, en barre. on est sur du business. Ok, bien. Well. Alors, le diable, je n'en parle pas d'un point de vue religieux, hein. Je suis dans la psychanalyse. Mais effectivement, nous avons bien affaire à une espèce qui n'en est pas une, et qui de ce fait n'est pas en communion avec la vie, n'est pas accueillie par la vie, n'a pas de lien avec la vie, point. Et ce vide se remplit de quelque chose d'autre que la vie, que l'énergie de vie, l'énergie spirituelle. Hein. On a bel et bien, d'un point de vue biologique, une créature vivante. Hein. Son cœur bat, ses organes fonctionnent. Mais ce n'est pas ça la vie, ce n'est pas juste quelque chose de mécanique. C'est bien supérieur. Et on peut comprendre pourquoi cette pseudo-civilisation est mécanique. Parce qu'elle est tenue par des créatures mécaniques. Ou presque. Parce que par-delà la mécanique, l'espace vide s'est rempli de quelque chose, ou encore le vide même, l'absence de vie de Dieu, hein, disons, cette absence même est le diable. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un diable qui soit quelque part localisé, qui se déplace pour aller remplir le vide. L'absence de Dieu est le diable en soi.
Et là, on peut prétendre avoir résolu la question de pourquoi Dieu il aurait créé le diable. Alors là, non, il l'a pas créé. C'est l'absence de Dieu qui est le diable. Bien. Donc on a vu certaines choses que l'on peut et doit faire. Lister les actes de barbarie passive, comme nommer. Les Russes ont réussi un très beau coup, directement en relation avec ce que je viens de te décrire. Les Américains n'ont pas voulu reconnaître la République de Donetsk. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé le nom de la rue de l'ambassade des États-Unis en Russie, et ils l'ont appelée rue ou avenue de la République de Donetsk. Faisant que, quand les Américains doivent écrire à leur ambassade, ils sont contraints d'écrire ce qu'ils veulent nier. C'est waouh! Du point de vue de la guerre cognitive, c'est extraordinaire. Eh bien, nous subissons cette guerre cognitive. Non seulement cognitive, mais psychospirituelle. Mais nous n'en sommes pas conscients, tandis que nous recevons les coups. Tu comprends? C'est la raison pour laquelle il est nécessaire non seulement de lister toutes ces abominations à forme plus ou moins d'homme, là, plus ou moins, leurs faits, leurs propos, tout cela documenté pour chacun, et d'amener, avec une brouette au moins, ou peut-être un Fenwick, le dossier à charge contre l'État français. Mais avoir archivé et accessible au public toute cette liste. Tu comprends? Au moins pour la postérité. C'est le début de quelque chose. On va arriver doucement, progressivement, vers là où je te conduis. Mais comme dirait l'autre, je ne suis pas venu apporter la paix. Et tu sais ce que je suis venu apporter. Pas la peine de te le dire. Prends soin de toi. Ah! J'allais partir trop vite. Madame activiste Shakta, chère guerrière, il m'a été demandé de te rapporter certaines choses. Ton vocabulaire. Tu emploies des mots comme le mot case, par exemple, qui est intégré dans ton référentiel ordinaire. Or, il est nécessaire de faire un travail de déconstruction. Donc, certains mots que tu emploies sont des inductions de l'ennemi. Ce mot renvoie des idées dégradantes. La case de l'oncle Tom, par exemple. Donc il faut que tu apprennes à choisir tes mots. Lorsque cela m'a été dit, j'ai proposé que nous créions un lexique. Parce que on ne peut pas te reprocher des choses dont tu n'es pas consciente.
Dans le même esprit que cet inventaire d'apologie de crimes contre l'humanité, il s'agira également, et j'espère que le site internet que je vais faire le permettra, hein, il suffit de le déterminer, de manière collaborative, d'établir ce lexique pour chaque pays, chaque langue. Là, on est en France, donc on s'occupe de la France. Des mots à proscrire. Vois-tu, un jour, il y a longtemps, hein, il y a longtemps, j'ai employé le terme métis pour parler de métis. Et un petit blanc de merde vient et me dit, on ne dit pas métis, on dit mulâtre. Et je n'avais pas suffisamment de connaissances. J'étais encore jeune. Mais le mot mulâtre, vois-tu, c'est un mot qui vient de l'espagnol. Parce que ces crétins d'Espagnols étaient convaincus que s'ils avaient des relations sexuelles avec des femmes noires, qu'elles ne procréeraient pas, ou tout au plus auraient un enfant stérile comme les mulets. Donc le mot mulâtre, ça vient de mulata. Donc tu vois que ce sont des mots à proscrire. Autre chose, là ça vient de moi, c'est la quantité de pubs de merde qu'il y a sur tes putains de vidéos là. Tu fais chier. Je m'exprime librement. Moi je mets pas de pub, je fais ce que je veux. Là encore, je vais faire en sorte que sur ce site internet qui sera collaboratif, que des personnes comme toi qui ont des choses à dire puissent les dire, gagner de l'argent, parce qu'il y a une réalité économique, sans être obligé de saturer quelque chose d'aussi important que le travail que tu fais, avec des conneries de Google Chrome, ou je sais même plus ce que c'est, toute cette connerie de pub là. Ok? Ou sinon, ma très chère sœur, je te remercie de tes efforts. J'ai demandé que la main te soit tendue pour t'aider dans ta progression. On ne peut pas demander à quelqu'un qui entre sur un tatami de se comporter comme un septième dan. Quand on entre pour la première fois, on porte une ceinture blanche et on évolue petit à petit. Donc, ce principe, on va essayer de respecter. En tout cas, ma tonne d'eau pour tes efforts.